Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce temps de parole sur Cozy FM le 106.9 et sur KTV. Notre invité est maître de conférences en droit public. Il s'appelle Thomas Msaïdié. On va pouvoir savoir ce que c'est un incapable majeur comme vous, Samuel, maintenant, en termes juridiques. Ah oui, ça c'est clair que je suis un incapable majeur. Thomas Msaïdié, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Je vous avouerai que cette semaine a été particulièrement noire pour moi, pour Mayotte en règle générale, mais j'ai eu qu'un rayon de soleil. C'était l'article qui est paru dans France Mayotte sur la position, la place de Mayotte, la situation juridique de Mayotte dans le conflit qui nous oppose aux Comores. On va faire simple, très simple, pour que chacun comprenne. Aujourd'hui, c'est quoi justement cette situation juridique ? Alors, en réalité, franchement, sur le terrain juridique, il n'y a pas de complications particulières. Le sujet garde son acuité seulement sur le terrain politique. Alors, je vais essayer de vous démontrer pourquoi sur le terrain juridique, la question n'a aucune pertinence, n'a aucune portée. D'abord, pourquoi ce conflit? Tout simplement parce que, si vous voulez, il y a la résolution 1514 du 14 décembre 1960 qui entendait imposer aux puissances administrantes de suivre les territoires soumis à leur souveraineté internationale. C'est la décolonisation. Voilà, exactement, d'accéder à la pleine souveraineté internationale. Cette déclaration proclame deux principes qui sont particulièrement contradictoires. D'abord, un premier principe, le principe numéro 2, qui est l'autodétermination des peuples, le droit de peuple à disposer d'eux-mêmes. C'est un principe qui est extrêmement important en droit international. C'est le pilier de l'ONU. Hein. Exactement. C'est même un principe qui fait partie du droit international contemporain. Par contre, le principe numéro 6, sur le fondement duquel les autorités comoriennes se basent, c'est celui de l'intégrité territoriale. Alors, le problème, c'est que cette déclaration met en avant deux principes qui sont contradictoires, sans prendre le soin d'expliquer ou de mentionner la manière dont il faut s'y prendre pour régler ce conflit de normes, de principes. Alors, le problème qu'il y a, c'est que les autorités comoriennes en font une lecture particulièrement erronée de cette déclaration. Et à leur avantage, bien évidemment. À leur avantage, naturellement. Et cette lecture, elle est celle qui est propagée un peu partout dans l'espace médiatique. Et mon but, ce n'est pas du tout de critiquer qui que ce soit, mais c'est surtout d'instaurer modestement un équilibre en fournissant les éléments juridiques permettant d'avoir un regard plus objectif, plus neutre sur cette situation. Vous avez une analyse qui n'est en aucune manière politique. Elle est totalement dépourvue de toute considération politique. C'est une analyse purement juridique qui se base sur des textes juridiques, sur la jurisprudence de la Cour internationale de justice, sur la pratique des organisations de l'ONU. Alors, pour revenir à l'origine de ce conflit, alors, je vous ai dit, cette déclaration entend permettre aux puissances administrantes de suivre, de favoriser l'accession de certains territoires à la pleine souveraineté internationale. Le problème qui se pose, c'est surtout la valeur juridique de cette déclaration. C'est d'abord un texte de droit dérivé qui a été adopté par l'Assemblée générale de l'ONU. Là aussi, il y a une confusion terrible qui est propagée par les autorités comoriennes. Elles disent à chaque fois que Mayotte a été condamnée à de nombreuses reprises par le Conseil de sécurité. Or, le Conseil de sécurité n'a jamais condamné la France sur cette question. Alors, donc, je reviens, c'est donc un acte qui a été adopté par l'Assemblée générale de l'ONU. Or, en droit international, je ne vous parle même pas du droit interne, on y reviendra tout à l'heure. En droit international, la déclaration en question, la résolution en question n'a aucune portée contraignante. C'est juste un texte qui a une portée exhortative, qui a une portée décorative. En réalité, c'est un guide, c'est un manuel. Voilà, exactement. De plus, comme si ça ne suffisait pas, lorsqu'on l'analyse de près, c'est d'abord une déclaration sur l'octroi de l'indépendance. Alors, d'un point de vue grammatical, le verbe octroyer suggère un comportement unilatéral, c'est-à-dire qu'il appartenait aux puissances administrantes d'octroyer cette indépendance. Autrement dit, il appartenait à la France d'octroyer l'indépendance à l'Union de Comores. On ne va pas demander à la France d'octroyer l'indépendance à l'Union de Comores en se fondant sur le droit allemand. Ça n'a pas de sens. Ce sont des territoires qui relèvent de la souveraineté de l'État français. Il appartenait exclusivement à la France d'octroyer cette indépendance à l'aune des règles constitutionnelles applicables à cet État. Et c'est exactement ce que la France a fait.
Ça veut dire, parce que c'est un peu juridique quand même à l'aune des règles constitutionnelles à cet État, c'est-à-dire au droit français. Exactement. C'est-à-dire que la France avait ses règles qu'elle a utilisées pour mettre en place la décolonisation. Voilà. Et qu'elle avait plein pouvoir, elle était plénipotentiaire pour le faire. Exactement. Alors, le texte sur le fondement duquel la France s'est appuyée pour permettre aux Comores d'accéder à la pleine souveraineté internationale, c'est l'article 53. Et l'article 53 oblige la France à consulter les populations des territoires intéressés, les populations au pluriel. Alors, donc voilà, et la France s'est livrée à cet exercice, me semble-t-il, sauf erreur de ma part, c'est vrai que je n'étais pas né, mais il me semble que la France a bel et bien consulté les populations au pluriel. Alors, tout à l'heure, je parlais de la valeur juridique de cette déclaration, j'ai parlé du droit interne, de sa portée en droit international, pardon. La portée de ces déclarations en droit international est nulle, c'est un peu comme un pistolet à eau. C'est vrai. Je l'ai dit dans l'entretien qui est paru. Ça rafraîchit. J'ai dit c'est un peu comme se servir d'un pétard mouillé pour démolir un bâtiment. Alors, ça n'a aucune incidence. Alors, en droit interne, la déclaration n'a aucune portée contraignante parce qu'elle se heurte aux dispositions de l'article 55 de la Constitution, lesquelles reconnaissent seulement aux traités, aux accords internationaux, une autorité supérieure à celle de la loi. Tenez-vous bien, ce n'est pas tout. Je pense même que, je ne sais pas si les autorités comoriennes ont conscience de cela, mais ils se sont contentés de faire un copier-coller de l'article 55, et on retrouve les mêmes dispositions dans leur constitution à travers l'article 10. Ça veut dire que même en droit comorien, droit constitutionnel des Comores, les résolutions de l'ONU ne sont absolument pas reconnues. Alors, comment peut-on, j'ai posé la question, comment peut-on imposer à l'autre ce qu'on rejette soi-même? Ça n'a pas de sens, c'est un peu tiré par les cheveux. C'est un procédé de mauvaise foi. Ça, voilà. Ça, c'est de la politique et c'est mon analyse. Moi, pour essayer d'y voir plus clair, j'aimerais éclaircir un point que vous avez évoqué rapidement tout à l'heure, c'est l'aspect de l'intégrité territoriale. Les populations ont bien été consultées et les Comores n'arrêtent pas de se baser sur ça aussi. C'est-à-dire l'Union des Comores, qui, si je ne m'abuse, administrativement n'existe pas réellement, c'est les 4 îles. D'accord. Alors, là aussi, disons les choses très clairement et simplement. De 1841 à 1946, l'Union de Comores n'a jamais existé en tant qu'entité administrative ou juridique. D'accord. Elle n'a jamais existé, n'a connu aucune existence, alors que Mayotte et ses territoires étaient sous la souveraineté française. D'ailleurs, un texte, une loi de 1912, avait attribué le statut de colonie à l'ensemble de l'archipel de Comores, et tous les territoires composant l'archipel de Comores constituent une dépendance de Mayotte. Ça veut dire que ces territoires relevaient en quelque sorte juridiquement de Mayotte. D'accord. Et en 1946, un texte d'une portée minorée, puisque c'est un texte à valeur infra-législative, un décret, a décidé justement de créer le territoire de Comores en qualité d'unité, en tant qu'unité ou plutôt entité administrative. Et attention, territoire de Comores n'a aucune consistance juridique. C'est des mots qui n'ont qu'une portée géographique. Mais voilà. C'était pour des raisons de commodité évidentes. Au surplus, c'était une colonie, c'était pas un État. Voilà, exactement. Ça n'a jamais existé, ce n'était pas un État, ce n'était pas une colonie, c'était pour des raisons de commodité évidente. Il fallait administrer de manière commune les territoires qui faisaient partie de l'archipel de Comores, et le pouvoir réglementaire a décidé de créer le territoire de Comores. Et d'ailleurs, je le précise bien, et j'invite notamment nos amis comoriens à aller consulter la décision de 1975 du Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel est très clair là-dessus. Il explique, mais attentivement et de manière beaucoup plus claire, que l'expression territoire d'outre-mer ou territoire de Comores employée maladroitement par le pouvoir réglementaire n'a qu'une consistance géographique. Autrement dit, c'est vraiment une expression qui est vide sur le terrain juridique, qui n'a aucune portée. Donc, on ne peut pas s'appuyer. C'est pas ça l'intégrité territoriale? Non, mais alors, laissez-moi avancer, s'il vous plaît, sur le sujet, parce que on va revenir à la base pour que tout le monde suive le fil. Il y a eu cette résolution de 1960 qui a foutu un joyeux bordel. Exactement. En voulant être un guide, on a dit autodétermination des peuples, mais en même temps intégrité territoriale. Voilà. Le cocktail ne va pas ensemble. En 1970, il y a la résolution 21-26. 26-21, pardon, qui corrige ça et qui dit quoi?
Alors, c'est en fait la résolution 2621 qui constitue le programme d'action pour la résolution 1514 entendait encadrer le processus de décolonisation. Ça serait en droit français, c'est comme un décret d'application en fait. Exact. Autrement dit, les États sont tenus d'appliquer rigoureusement les principes qui découlent de cette résolution. Et lorsqu'on analyse attentivement, là aussi, les résolutions sont trouvables sur le site de l'ONU, donc quiconque qui veut vérifier l'information pourra le faire, sauf si il est animé par d'autres motivations. À la lecture de cette résolution, on se rend compte que l'intégrité territoriale n'apparaît même pas. C'est l'autodétermination qui est mise en avant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'autodétermination a une portée beaucoup plus importante que le principe d'intégrité territoriale. Et d'ailleurs, le principe d'intégrité territoriale doit être mis en avant dans le respect du principe de l'autodétermination. Donc, voilà. D'un point de vue, j'ai envie de dire, de primauté, si je devais les hiérarchiser, ça serait d'abord l'autodétermination, puis intégrité territoriale. On ne peut pas parler d'intégrité territoriale si on ne donne pas au peuple la possibilité de s'exprimer. Et c'est ce qu'a décidé le Sénat français à la veille du référendum de 1974, puisque à l'origine, le référendum devait être unique pour l'ensemble de l'archipel, et en fin de compte, il a été décidé que ce serait un référendum, consultation en tout cas, île par île. Oui, en fait, ça me donne le sourire parce que ça démontre à quel point Ahmed Abdallah a été extrêmement maladroit, pour ne pas dire imprudent. C'est-à-dire qu'il y a d'abord eu une résolution qui a été signée en 1972 qui contenait, mais expressis verbis, le processus de décolonisation, les étapes du processus de décolonisation. Et la résolution en question mentionnait la consultation des populations au pluriel, dans les 5 ans à venir. Et après, en 1973, il y a une déclaration commune qui a été signée par Bernard Stasi et, encore une fois, Ahmed Abdallah. Et là aussi, on a repris des populations au pluriel. Alors, bien évidemment, on sait très bien que devant l'euphorie, devant l'excitation, certains éléments peuvent échapper à la vigilance de quiconque qui en fait preuve. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Ahmed Abdallah n'a pas attaché une importance particulière à la rédaction des textes. Et d'ailleurs, il s'en préoccupait absolument pas. Il n'en avait pas cure. Pour une raison simple, c'est que ce qui lui préoccupait en réalité, c'est qu'il devienne le premier président de cet État fraîchement indépendant. Nommé. Voilà. Alors, parce que le texte faisait de lui le prochain président. Donc, il n'a pas attaché une importance particulière. Et le législateur a tenu compte de ces textes, de ces accords, résolutions, puis la déclaration commune qui a été signée en 73 et a traduit cela d'un point de vue normatif. Et donc, les populations formant l'ensemble de l'archipel de Comores ont été consultés au pluriel, là encore, des populations au pluriel. L'Assemblée nationale était extrêmement réfractaire à l'utilisation du pluriel. Heureusement, on a pu compter sur la sagacité du Sénat, qui est extrêmement bienveillant et qui a eu un regard beaucoup plus neutre par rapport à l'Assemblée nationale. Et le Sénat a corrigé le texte et a rajouté S au pluriel pour se conformer d'abord, d'une part, à la résolution, mais d'autre part, à la déclaration commune. Alors, ça passe trop vite, mais j'ai une dernière petite question en forme de conclusion. Moi, je pense qu'on va le garder. On va le garder si vous avez, si votre agenda le permet. Écoutez, c'est un plaisir d'être là avec vous. Je veux bien vous accorder encore quelques minutes de mon attention si vous le souhaitez bien. Merci beaucoup, Thomas Saïdier. Moi, ça me fait très plaisir que vous m'aimiez bien. C'est tout pour ce temps de parole.